Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Clémence Guettet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du programme de l'Union populaire, c'est-à-dire l'Alliance de la gauche, la NUP. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Merci à vous. Alors, 3 policiers ont tiré sur une voiture qui fuyait, un contrôle de police, une passagère est morte. Hier, Jean-Luc Mélenchon a suscité l'émoi, a créé l'émoi avec ce tweet. La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand ? Point d'interrogation. Ces propos sont jugés indignes par la quasi-totalité de la classe politique. Peut-on prétendre à être Premier ministre et tenir de tels propos ? Oui, je pense que ça a le mérite d'attirer l'attention sur un dysfonctionnement qui est devenu structurel aujourd'hui dans l'emploi, la doctrine d'ordre, les activités de police. C'est 4 morts en 4 mois sur la base d'un refus d'obtempérer. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il n'y a pas la peine de mort quand il y a refus d'obtempérer dans notre pays. On est dans un état de droit où il y a ensuite potentiellement un délit de fuite et puis les gens sont sanctionnés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai lu une interview très intéressante de Fabien Jobard, qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la police, qui expliquait qu'en 2017, il y a un texte qui a changé, notamment sur quand est-ce que les policiers peuvent faire usage de leurs armes et que c'est laissé maintenant plus à leur libre interprétation. Et l'IGPN s'est rendu compte qu'il y a 50% d'augmentation d'usage de l'arme. Ouais. Donc ça, c'est problématique dans notre pays. Mais est-ce que vous préconisez une autre solution quand il y a un délit de fuite, quand il y a un refus d'obtempérer? Il faut faire quoi? Alors, je pense qu'il faut ne pas dégainer son arme. Je veux dire, on parle là d'une passagère, d'une voiture qui n'avait pas l'intention de faire un délit de fuite et qui est morte. Donc on se retrouve dans cette situation. Je pense qu'il y a une nécessité de désescalade sur l'usage de la violence, parce qu'on a mis ça aussi en lien avec d'autres faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Stade de France, ce qui s'est passé à la gare de l'Est, c'est-à-dire comment on utilise les armes, les techniques dans la police. Il y a un problème de formation des policiers, il y a un problème de quels usages, par exemple des clés d'étranglement qui sont aussi, on l'a vu, mortels, qui ont provoqué des morts. Donc quels usages, quelle formation des policiers? Et je crois que ça a le mérite de remettre ce débat sur le tapis à ce moment-là. Alors, quand on dit refus d'obtempérer, c'est vrai que s'il s'agit juste de quelqu'un à qui on demande de s'arrêter et qui ne s'arrête pas, on pourrait s'étonner qu'il y ait emploi de l'arme de service par le policier. Mais dans tous les cas dont vous parlez, les policiers disent, et des enquêtes sont en cours, oui, qu'il y avait danger de mort pour l'un ou l'une d'entre eux, parce qu'ils se trouvaient dans une situation coincé sous la portière, coincé entre un autre véhicule et celui de la personne qui était contrôlée. Donc, ça n'est quand même pas un simple refus d'obtempérer, c'est aussi une mise en danger de la vie d'autrui, en l'occurrence d'un représentant de la force publique. Je pense qu'à ce stade, ni vous ni moi ne le savons. Vous l'avez dit, il y a des enquêtes. C'est pour ça qu'il conviendrait peut-être d'être plus prudent que de le faire Jean-Luc Mélenchon. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Oui, mais lui a déjà conclu. Il dit la police tue. Oui, et c'est une formule qui a le mérite de provoquer ce débat. Oui, et je pense qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Élisez-moi Premier ministre, c'est-à-dire ça devient Monsieur Formule alors, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas ça. C'est juste que peut-être, on peut se dire intuitivement, peut-être qu'une passagère d'une voiture, dont peut-être le conducteur voulait fuir, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus quel délit était en jeu à ce moment-là, pour l'arrestation dont la personne, qui était en cours sur la personne. On se dit peut-être intuitivement, si on doit tirer, peut-être que c'est dans les pneus et pas dans la tête de la passagère. Par exemple. Je trouve qu'il y a quelque chose de choquant, y compris dans la banalisation. Parce que, je veux dire, c'est réel ce que l'IGPN dit. C'est que c'est une multiplication, une augmentation de 50%. Ça veut dire que quand il fallait davantage réfléchir sur les conséquences dans le cas d'usage des armes, les policiers dégainaient moins leurs armes. Vous avez l'impression qu'ils ont la gâchette facile aujourd'hui. 50% d'augmentation, c'est pas moi qui ai l'impression, c'est l'IGPN qui n'est pas réputé, vous le savez, pour a priori être particulièrement dur sur ces questions-là. Donc 50% d'augmentation. Je pense qu'il faut revenir à d'autres réflexes et ça questionne la police plus largement, c'est-à-dire le lien entre la police et la population. Il y a aujourd'hui une situation de défiance qui est importante et il y a des policiers qui ne demandent rien de mieux que de pouvoir faire leur travail dans d'autres conditions avec d'autres ordres en plus, parce que les ordres sont politiques. Ce qui peut interpeller dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'est cette généralisation, cette généralité, la police tue, comme si
toutes les polices tuaient. Pardonnez-moi de prendre cette image, mais il y a eu des orages ces derniers temps. Une femme est morte. Est-ce qu'on dit la nature tue ? Non, il s'en est expliqué en plus ce matin sur une autre antenne. C'est un mot pour déclencher un débat sur un problème que nous, Oui, mais on les qualifie mots de ont structurel. Ouais. C'est pour ça cette généralisation. C'est que je crois que c'est un problème qui est devenu structurel. Alors, Et la réaction du syndicat Alliance est elle aussi problématique. Le manque de formation, le manque de moyens dans les commissariats, le nombre de policiers qui se suicident chaque année, notamment avec leur arme de service, parce qu'il y a une souffrance incroyable dans cette profession, ça doit nous questionner. Et nous, on propose de refonder la police, de faire une police de proximité, qui a des liens avec la population, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays européens notamment. Alors, autres propos qui ont choqué, c'est ceux de Manuel Bompard, à qui un journaliste rappelait qu'un Premier ministre, un président décide qui il nomme comme Premier ministre à Matignon. Et il a répondu, Bompard, si bonhomme, tu vas le nommer, comme s'il s'adressait à Emmanuel Macron. Là encore, n'est-ce pas aussi une forme d'irrespect, ou alors... Là encore, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est pour, une fois de plus, cliver, pour qu'on réagisse, quel est l'intérêt de parler comme ça ? Bon, moi, à titre personnel, ça ne m'a Ouais. pas choqué. Je n'ai pas Ça vous trouvé a pas ça choqué ? d'une violence D'accord. incroyable. Honnêtement, par rapport à M. Macron, l'habitué des formules outrancières, méprisantes, les Français fainéants, cyniques, qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, les gens qui ne sont rien, les illettrés, j'en passe, et des meilleurs, franchement, je crois que le niveau d'attaque était relativement faible. Par ailleurs, le propos consistait à dire Pas que... un problème d'attaque, c'est un problème de respect de la fonction présidentielle, diraient certains en tout cas. Ce qu'on entend aujourd'hui dans la classe politique. Je pense que nous avons fait la preuve que nous respectons le fonctionnement démocratique, mais que M. Macron ne peut pas non plus se croire tout permis et omnipotent comme il a été monarque présidentiel pendant 5 années, et nous n'avons pas l'intention de le laisser faire 5 années de plus. Donc quand il nous dit je ne nommerai pas M. Mélenchon Premier ministre, nous lui répondons si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale après les élections des 12 et 19 juin, si, vous le nommerez, car c'est l'accord. Il n'a pas dit qu'il ne le nommerait pas. Il a dit que personne ne pouvait le contraindre à le nommer, ce qui en droit est vrai. Ce qui en droit est vrai, tout à fait. Sauf que vous savez comme moi comment ça va se passer, c'est-à-dire que s'il décidait de nommer un macroniste alors qu'ils n'ont pas la majorité après les élections, nous ne voterions pas la confiance au gouvernement, le processus recommencerait et donc, in fine, il serait obligé de le faire. Mais s'il décidait de nommer un écologiste ou quelqu'un qui représente une autre formation qui se trouve aujourd'hui dans la NUPES, il décidait de nommer Fabien Roussel. Monsieur Macron n'est pas sans ignorer que nous avons passé un accord au sein de la NUP, donc Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui stipule que, en cas de victoire, ce sera Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre. Il y a des raisons politiques à cela, je veux dire... il a quand même fait 22% des voix en tant que candidat à l'élection présidentielle, quasiment autant que M. Macron. Et donc, nous avons un programme que nous voulons appliquer et c'est M. Mélenchon qui sera le chef du gouvernement. Ah, c'est un C'est ce qu'on je avait peux continuer prévu, si vous Oui, voulez. tout à fait. Est-ce que vous voyez dans la défaite, par exemple, de Manuel Valls aux législatives qui étaient, enfin, non pas anticipées, bien sûr, mais qui étaient faites pour les Français de l'étranger, pour la plupart des circonscriptions, la République En Marche est en tête, mais Manuel Valls, lui, a perdu, il est éliminé. Est-ce que vous voyez ça comme une bonne augure pour vous, pour la NUP? D'ailleurs, on dit NUPES ou NUP? C'est un gros débat sur cette question. On va dire NUP. Très bien. Il faut juste que les gens retiennent le V de la victoire sur le bulletin de vote le 12 et 19 juin. La défaite de Manuel Valls, je pense qu'il y a une interprétation qui est possible. C'est quand même quelle option les électeurs de gauche au sens très large, quelle option politique ils ont retenue. Monsieur Valls a été un traître aux idées progressistes depuis des années et donc il s'est fait sanctionner. Vous pensez qu'il paye son image politique? Bien sûr, il paye son image politique.
politique. Donc c'est un échec personnel. C'est un échec, mais honnêtement, sur lesquels j'ai pas vraiment envie de m'apesantir. Bon, il a perdu des élections, c'est ainsi. Le fait politique sur les Français de l'étranger, c'est quand même que nous, la Nouvelle Union Populaire, nous sommes au second tour dans 10 circonscriptions sur 11. Et que donc, c'est, je pense, la préfiguration de ce qui va potentiellement se passer le 12 au soir, donc au soir du premier tour dans tout le pays. C'est-à-dire qu'il y aura 2 options politiques très largement dans les seconds tours, c'est-à-dire La République En Marche, le projet de M. Macron et de Mme Borne, dont ils ont donné déjà des premiers éléments, et puis le nôtre, qui est un projet radicalement différent, qui ambitionne de redonner de l'air aux Français et aux Françaises. Mais vous allez de croire vraiment que vous allez gagner ces législatives. Est-ce que vous fanfaronnez pas un peu trop ? Je crois pas. Je crois qu'il y a eu une vraie déception pour beaucoup de gens quand il nous a manqué 400 000 voix pour être au second tour de l'élection présidentielle, qu'on avait travaillé à un vrai projet gouvernemental et que là, on a une chance d'y parvenir à nouveau. Et de ne pas... C'est une question de ne pas subir 50 plus de politique macroniste. On est beaucoup à être en campagne. Je suis en campagne pour les législatives comme nombreux de mes camarades. Et quand on discute avec les gens, cette élection présidentielle, elle était vécue comme une question de survie. Est-ce qu'on va nous proposer autre chose ? Est-ce qu'on va nous permettre de vivre dignement pendant les 5 années à venir ? Et donc, on peut remettre, nous, notre projet là en jeu et dire, il y a 2 options très différentes. Mais pour ça, mobilisez-vous, rendez-vous aux urnes, exprimez-vous. Clémence Guettet, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup raillé le délai qui a été nécessaire à Emmanuel Macron pour former le gouvernement. Et il semble aujourd'hui assez convaincu qu'il sera, dans quelques jours, le nouveau Premier ministre de la France. Est-ce que la constitution du gouvernement a commencé chez vous ? Il en a déjà donné quelques éléments. Bon, déjà, on a raillé le délai et puis la constitution finale. Oui. C'est-à-dire que je m'arrêtais sur le délai. Mais c'était un grand micmac où en fait il a remis les mêmes avec le même projet. Bon, les gens qui sont déjà passés sur notre projet de gouvernement. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon y réfléchit. C'est un gouvernement de la NUP, donc il consulte, il en discute, et il l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours, pour que tout ça se passe bien, tout ça se passe tranquillement, discrètement, et certainement pas sur un plateau de télévision. Mais enfin, on est en train d'essayer quand même, chez vous, de former bien sûr le gouvernement qui pourrait être celui de Jean-Luc Mélenchon. Et de réfléchir à quel type de ministère, avec quel type de mission, ce genre de choses. Bien sûr, nous sommes réellement sérieux. Nous avons un programme 650 mesures avec 4 formations de gauche. On a fait ça en 3 semaines, donc c'est relativement historique. C'est un exploit, honnêtement. Nous l'avons chiffré. On va se demander si c'est pas bâclé. 650 vous êtes un peu dur en affaires. On avait quand même tous travaillé pendant des mois, voire des années. Je suis la coordinatrice du programme L'Avenir en commun, qui était donc la base de cette négociation entre les forces de gauche. Ça faisait 2 ans qu'on y travaillait sérieusement et on avait une base qui remontait déjà à 2 élections présidentielles. Donc on s'y prend sérieusement. On l'a chiffré et puis maintenant, évidemment, on réfléchit à concrètement comment on va l'appliquer si ça doit arriver dans 15 jours. On ne veut pas être pris au dépourvu et il y a beaucoup à faire, comme vous le savez. Alors, il y a eu une conférence de presse aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous êtes beaucoup décrédibilisé par le gouvernement, notamment Bruno Le Maire qui estime que Jean-Luc Mélenchon, c'est le Chavez gaulois, Olivier Véran qui parle du Venezuela. Alors ça, ces bons mots-là, par contre, ça fait pas de polémique, ça paraît normal à tout le monde. Chavez, Venezuela. Justement, la question que je voulais vous poser, c'est, vous dites notre programme économique est chiffré et il est sérieux, mais vous dites ça à 1 semaine quand même du scrutin. Et vous dites, c'est sérieux, vous dites 250 milliards d'euros seront injectés dans l'économie. Nous aurons 267 milliards de recettes à la sortie du circuit. Alors c'est... abracadabra ? Non, vous avez peut-être pas suivi en détail notre campagne présidentielle, mais ce chiffrage, ça fait plusieurs mois qu'il a été mis sur la table. Et puis là, il a été légèrement revu, puisque nous avons maintenant fusionné nos 4 programmes. Mais évidemment, les grandes lignes étaient déjà là, puisque l'Avenir en commun, notre programme, celui de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, est celui qui est central et qui est remis en grande partie aujourd'hui sur la table. Donc ça fait quelques mois, on s'était essayé un exercice... de la conférence de presse d'aujourd'hui. Oui, mais... Pour dire on est sérieux, on est crédible, mais le scrutin est dimanche. Oui, mais sauf que du coup, on avait fait un exercice de chiffrage, toute une émission en direct pendant 3 heures avec des économistes. Il y a plusieurs mois de cela. Donc cette logique économique qui, grosso modo, consiste à dire
on a essayé quelque chose, ça fait quelques dizaines d'années maintenant qu'on a essayé le modèle néolibéral, que ça crée des destructions de services publics. Non, mais la question que je vous ai posée sur les 267 milliards de recettes. Oui, grosso modo, il y a des cotisations, il y a la révolution fiscale, ce qu'on appelle nous la révolution fiscale, c'est-à-dire aller chercher l'argent auprès des grandes entreprises ou des très riches avec le fait de remettre l'ISF par exemple. Et oui, on arrive à 267 et 250 de dépenses, ce qui comprenant... L'idée, c'est que l'argent public, la dépense publique génère aussi, il y a un effet multiplicateur qui génère finalement... Et puis la consommation populaire. Oui. Ça, c'est un... Mais dans les calculs, il y a des choses qui sont réfutées par des gens qui disent, oui, bon, le modèle économique... ils ne vont pas nous donner grâce. Non. C'est bien normal. Entendu, mais par exemple, sur ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la grande sécu, qui donc réduirait à zéro tout ce qui reste à charge pour les dépenses de santé, le Haut Conseil... Alors, il estime ça, Jean-Luc Mélenchon, à zéro. Ça coûte zéro. Le Haut Conseil pour l'assurance maladie l'a chiffré, lui, à environ 19 milliards d'euros. Donc il y a un gap, là, on se dit, mais de la même façon, si vous voulez, ce sont pour beaucoup ceux qui évaluent notre programme, des néolibéraux. Je veux dire, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que nous, qui avons un autre modèle économique qui vise à relancer la consommation populaire, à créer beaucoup d'emplois, à lancer la bifurcation écologique, on est évalué par des gens qui croient, grosso modo, au capitalisme et au vieux modèle. Donc forcément, d'entrée de jeu, ils disent qu'on n'est pas crédible. Après, il est vrai qu'on compte faire totalement différemment. Mais par exemple, l'Institut Montaigne, sur le chiffrage retraite, a commencé par dire ça va coûter 100 milliards. On leur a envoyé un mail pour leur expliquer comment on chiffrait. Ils ont dit en fait c'est peut-être 70 milliards et ils vont finir peut-être au bord du scrutin à arriver au bon chiffre. Donc on discute, on a pris leur modèle, mais eux nous évaluent avec un regard néolibéral. Merci Clémence Guettet, merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Présente Mardi Politique.